On cherche quelquefois à abolir cette réflexion, ce débat-là, en termes strictement moraux. C'est-à-dire, êtes-vous ouvert ou fermé? Gentil ou pas gentil? Inclusif ou exclusif? Mais c'est pas de ça dont on parle. On parle de la capacité d'une société de conserver sa cohérence. Qui pense un seul instant que ce qui se passe en Europe occidentale aujourd'hui, c'est une réussite? On a vu ce qui s'est passé au Royaume-Uni, on voit ce qui se passe en France, on a vu ce qui se passait en Suède, on le voit partout. Puis il y a quasiment un exode aussi. Ah ben oui, non mais on le voit, mais ça c'est vrai partout en Occident. Les métropoles sont souvent fuis par les populations natives, entre guillemets. Donc, on le voit... bon, ça dépend des pays, note bien, mais donc, ils se fuient vers les banlieues et ainsi de suite. C'est quelquefois, on se déplace, on déménage dans son propre pays pour retrouver son pays. C'est-à-dire que sinon, vivre à Montréal, on le voit, c'est se condamner. Autrefois, on est passé de bonjour à bonjour aïe à aïe bonjour à aïe tout court. Bon... Ça, c'est une chose parmi d'autres, mais on est passé donc dans un environnement où la langue française n'est plus la norme. La langue française doit se justifier, elle est l'objet d'un combat. Donc c'est le retour, alors tous les acquis qui ont été faits dans le cadre de la Révolution tranquille, qui est une référence qui s'éloigne de plus en plus dans l'histoire par ailleurs, tous ces acquis-là se décomposent sous nos yeux et c'est presque une bataille au quotidien dans bien des quartiers que de vivre dans sa langue. Or, René Lévesque avait pas tort là-dessus, on n'est pas censé se battre pour vivre dans sa langue. On est censé, elle se parle tout seul, la langue, dans une société normale, disait-il. Et aujourd'hui, elle se parle de moins en moins tout seul. Donc, il y a toute une série de phénomènes qui font en sorte qu'on est dans un moment de bascule, hein, c'est-à-dire... Bon, l'immigration massive qui s'est par ailleurs accélérée avec la crise depuis 5 ou 6 ans, qui inflige une pression immense sur les services sociaux, sur l'éducation, on le voit avec la rentrée scolaire, sur les systèmes de santé, mais aussi sur le français, mais aussi sur la capacité de gérer une population qui dépasse largement nos systèmes sociaux. Donc on est dans un moment de bascule, puis on a l'impression quelquefois de devenir étranger en son propre pays. Et je pense que cette peur de devenir étranger, cette inquiétude, ce fait de devenir étranger en son propre pays, est probablement une des choses les moins agréables qui soient. Puis qui est dangereux pour le discours public, là, tu sais. Parce que ça va laisser, tu sais, plus en plus les services se détériorent à cause qu'il y a trop une surcharge de population. Non, bien sûr. Tu sais, tout le monde est perdant là-dedans, autant les nouveaux arrivants que ceux qui je suis absolument d'accord. C'est-à-dire, moi, je suis fasciné par un certain discours immigrationniste qui est le suivant, puis c'est celui de patrons qui nous disent « C'est formidable cette main-d'œuvre qui arrive, qu'on va chercher, qui est prête à travailler pour pas grand-chose et qui travaille très très fort et qui comble les besoins d'entreprises qui sinon trouveraient pas de main-d'œuvre ici. » Donc là, on va traduire ça en français. Voilà une partie du lobby patronal qui ne veut pas payer le travail à son juste salaire, qui va donc chercher des populations à l'étranger qui sont prêtes à travailler pour beaucoup moins, qui fait une pression donc, sur les bas salaires et qui, en dernière instance, travaille ces populations à la manière d'une forme de population corvéable à merci. Donc, on est devant... l'immigration massive est devenue, en Occident, mais au Québec aussi, on le voit très vivement, est devenue une forme de subvention aux entreprises qui ne veulent pas opérer le travail nécessaire de modernisation, qui veulent pas augmenter leur productivité. Donc, et on le voit partout, on nous dit que c'est la main-d'œuvre absolument essentielle. La notion de pénurie de main-d'œuvre, au nombre de gens qui rentrent, je devine que la fameuse pénurie de main-d'œuvre aurait dû être réglée à un moment donné. Non, ça rentre, et c'est jamais réglé. Donc, le discours sur la pénurie de main-d'œuvre est un discours qui relève, à mon avis, de l'intoxication idéologique. Mais c'est parce que, excuse de te couper, mais au début, on pouvait le pardonner parce qu'il y en avait justement une pénurie de main-d'œuvre tout partout avec la pandémie, la fin de la pandémie, de la reprise économique. Là, mais là, on dirait que ça a le dos large. Mais le discours de la pénurie de main-d'œuvre est antérieur à la pandémie. Et là, ce qu'on voit, je suis d'accord, ça a le dos large aujourd'hui, dans les faits, c'est pas compliqué, c'est que si des nouvelles personnes arrivent, eh ben, ces personnes-là ont des besoins aussi, donc elles consomment, donc elles suscitent aussi un besoin de main-d'œuvre, donc fait en sorte qu'on doit aller en chercher. Donc c'est une espèce de cycle sans fin. Et ça, on le voit aujourd'hui, les effets de tout ça. On cherche quelquefois à abolir cette réflexion, ce débat-là, en termes strictement moraux. C'est-à-dire, êtes-vous ouvert ou fermé? Gentil ou pas gentil? Inclusif ou exclusif? Mais c'est pas de ça dont on parle. On parle de la capacité d'une société de conserver sa cohérence. Qui pense un seul instant que ce qui se passe en Europe occidentale aujourd'hui, c'est une réussite? On a vu ce qui s'est passé au Royaume-Uni, on voit ce qui se passe en France, on a vu ce qui se passait en Suède, on le voit partout. Tu veux-tu décrire qu'est-ce qui se passe justement bien sûr, en France? Alors, allons étape par étape. En France, on a vu depuis 40 ans
le pays se fracturait de plus en plus sur des lignes ethno-culturelles et religieuses. Donc, il y a des véritablement, il y a des, si c'est pas, c'est des cités qui vivent, des territoires où la culture française n'est plus la référence, où une autre culture s'est imposée, quelquefois de manière assez conquérante, avec un islamisme conquérant, faut comprendre. Hein. C'est-à-dire que l'islamisme en Europe, partout, progresse. Là, je réduis pas la question de l'intégration à la question de l'islamisme, mais en France, c'est très visible. Donc, il y a des quartiers où il n'est plus possible de s'aventurer en ayant l'impression qu'on est encore en France. Ça a des effets aussi pour les femmes, soit dit en passant. On le voit, les femmes sont les grandes perdantes, en fait, de ce que certains appellent le choc des civilisations. En Suède, c'est un pays, la Suède, tout le système social suédois, qui est un système qui était de coopération sociale très perfectionné, reposait sur une société très cohérente culturellement. On a une cohérence culturelle telle qu'on se fait confiance et dès lors on est prêt à mettre en commun beaucoup de ressources pour être capable d'avoir une société qui fonctionne bien. Et bien là, en l'espace de 20 ans, 25 ans, un changement significatif de démographie, mais là, à un moment donné, le modèle social ne tient plus, pardon, parce que ses préconditions ne sont plus rassemblées. Au Danemark aussi, mais au Danemark, ils ont pris des mesures un peu avant, cela dit, pour être capable de... Ils se sont dit, on peut pas avoir tout à la fois une immigration massive et l'État-providence. Si on veut l'État-providence, on peut pas avoir l'immigration massive. Si on a l'immigration massive, on n'aura plus l'État-providence. L'État-providence, c'est quoi? C'est l'État social. C'est un État qui mise sur une redistribution significative des ressources, des richesses produites pour assurer des programmes sociaux qui se veulent égalitaires et qui permettent à tous l'accès aux différents biens communs, éducation, santé et tout ça. Donc, je vois un peu partout, il y a ces effets-là. En Grande-Bretagne, on l'a vu, c'est absolument terrible ce qui s'est passé. Réduire les émeutes, alors on s'entend, toute forme de violence contre les biens ou contre les personnes est absolument condamnable. Il n'y a juste pas de nuance à faire là-dessus. C'est pas, oui, mais peut-être que... Non, toute violence est condamnable. Une fois que c'est dit, on voit que les tensions qu'on a eues en Grande-Bretagne au mois d'août, essentiellement, elles étaient prévisibles depuis longtemps. C'était annoncé, c'était visible. Donc ça explose. Donc moi, voyant tout cela, j'aimerais, le Québec est moins avancé dans cette espèce d'état de décomposition, je le note, mais c'est le même mouvement qui nous emporte. Et je serais triste que le Québec, qui est notre petit territoire improbable, ce petit pays improbable, incomplet et pourtant formidable en Amérique, je serais bien heureux qu'on évite au moins le pire de ces tendances telles qu'elles se manifestent partout en Occident aujourd'hui. Je suis pas certain qu'on va réussir, mais je l'espère. Le Québec est un beau petit pays. Franchement, à chaque fois que j'y reviens, ça me frappe. Là, je vais avoir l'air d'un Français, là, mais il y a une simplicité chez les Québécois qui fait du bien, franchement. C'est-à-dire, on n'est pas une société très hiérarchique. On n'est pas une société très inégalitaire. On n'est pas une société très porté sur une société de caste ou de classe, c'est-à-dire il n'y a pas des gens qui appartiennent à un milieu puis d'autres à d'autres milieux puis on se parlera jamais. C'est une société où globalement, pour reprendre la chanson de la BAT 50 pendant les années 70, la pub on est 6 millions, faut se parler, 6 millions de presque parents, faut se parler. Presque parents, c'est un petit peu c'est une définition très familiale de la nation, mais il y a quelque chose, on est un peuple qui se connaît, qui se comprend, qui se tutoie facilement. Ben, tout ça, me semble, c'est quelque chose à préserver. Puis le Québec est une société accueillante par ailleurs, qui est capable de fabriquer les Québécois avec des gens qui viennent d'ailleurs. Mais encore faut-il pour ça respecter les capacités d'intégration. Encore faut-il pour ça respecter ces 3 critères de base évoqués une fois par Michel Brunet, qui citait Arnold Toynbee, hein, le nombre et le nombre. Selon le nombre que vous recevez, vous serez capable d'intégrer ou non. Et ça, je pense que c'est la donnée qui nous a échappé depuis 30 ans au sens large et depuis 7-8 ans en particulier. Par qui, ça? Ben, à la fois par l'État fédéral, qui lui est dans une logique, en fait, de transformation démographique programmée du Canada. Ça, c'est le fameux... le plan d'avoir 100 millions voilà, d'habitants. Exactement. Donc ça, c'est l'initiative du siècle. Ça, bon, ils le disent comme tel. C'est ensuite, ils ont beau nous dire « Ah ouais, pas vraiment, on s'en réclame. » Non, objectivement, c'est l'objectif de l'État fédéral qui croit ainsi devenir une grande puissance démographique qui va peser dans le siècle, à tout le moins les décennies qui viendront. Ouais, c'est ça. C'est quoi le but de ça? Alors, il y a cette idée, mais c'était développé par plusieurs au fil du temps, que l'Europe se dépeuple, que la natalité occidentale est une natalité en régression, mais que le Canada peut attirer des populations d'à travers le monde pour devenir ce qu'il n'est jamais devenu, c'est-à-dire un État démographiquement imposant et puissant. Parce qu'on a un immense territoire au Canada, mais on n'a pas la population qui vient avec. Donc, avoir une démographie, mais une démographie venant de partout à travers le monde par ailleurs, donc pas simplement de la européenne, comme ça en était les origines du pays, mais de partout, donc pour faire du Canada un pays-monde, donc un pays qui serait capable de se projeter à la grandeur du monde,
délivré par ailleurs des tensions sociales propres aux États-Unis. Donc là, une des grandes puissances du siècle à venir. C'est une illusion idéologique. Aujourd'hui, on voit ce que ça veut dire concrètement pour tous ceux qui subissent cette vision de savant fou qui nous vient d'Ottawa. Bon, 1. 2, ça vient un parti de Québec où il y a une forme de paresse intellectuelle du gouvernement québécois. Alors, sous Philippe Couillard, faut jamais oublier, le régime fédéral et les fédéralistes québécois ont toujours misé sur l'immigration massive pour être capables de verrouiller démographiquement l'avenir politique du Québec. C'est-à-dire l'idée la suivante, c'est-à-dire plus le poids de la majorité historique francophone va être faible au Québec, moins la possibilité de l'indépendance sera là. C'est comme ça, c'est pas une question de gentillesse ou de méchanceté. Le groupe historique porteur du projet national québécois, c'est la majorité historique francophone. Moins il est pesant, moins il y a de chances de gagner au référendum. Et on s'en souvient qu'après le référendum de 95, plusieurs fédéralistes avaient dit la prochaine fois, il n'y en aura pas de prochaine fois. Parce que la démographie ne rendra plus possible l'indépendance. Donc ça, il y a cet élément-là. Il y a la paresse que j'ai évoquée du gouvernement québécois depuis quelques années, qui succombe à la théorie de la pénurie de main-d'œuvre. Et avec ça, c'est assez fou, parce que c'est ce gouvernement, aujourd'hui, qui se veut nationaliste, dans les faits, se soumet aux petits lobbies patronaux et réduit le Québec, même pas un marché, même pas des... On dit quelquefois, vous n'avez que l'économie en tête, mais ils n'ont même pas l'économie en tête. Ils ont les besoins de main-d'œuvre spécifiques d'entreprises incapables de se moderniser. On en parlait tantôt. Puis il y a une partie qui explique ça aussi, c'est l'hégémonie idéologique d'une certaine gauche, pas toute la gauche, mais d'une certaine gauche dans l'espace public, qui, elle, traite de racistes tous ceux qui abordent une réflexion, qui proposent une réflexion critique sur l'immigration massive. On met tout ça ensemble, et ça fait la crise que nous vivons au Québec. Alors, vu qu'au Québec, on pense que rien n'est jamais grave, hein, c'est révolution tranquille, indépendance tranquille, tout est toujours tranquille chez nous, ben, on pense aujourd'hui que c'est une forme de submersion tranquille. Mais non, c'est très réel, et il y a un effet d'accélération historique. Donc, voyant tout cela, je confesse grandes inquiétudes. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gaby Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.